bonsoir. Vous êtes sur Paix et Guerre, 18e édition. Nous sommes le 15 mai 2024. J'enregistre cette émission par mes modestes moyens tout personnels, c'est-à-dire que la logistique n'est pas idéale, ni la lumière, ni rien. Voilà, ça change un petit peu. Mais j'avais quand même très envie de vous parler, de ne pas rater notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, j'espère que vous serez indulgents avec ces petites imperfections qui sont dues au fait que j'essaie de me débrouiller toute seule. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui parce qu'évidemment, l'actualité continue à très très bon rythme au plan international. En préambule, avant d'aborder 5 points que je veux aborder ce soir avec vous, je veux revenir sur ce que je vous ai dit la semaine dernière parce qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui m'ont été faits sur la présentation incomplète des candidats, des têtes de liste aux élections européennes concernant l'Ukraine. Alors effectivement, je n'avais parlé que de ceux qui étaient présents, et pour cause, parce que les autres, on ne les voit pas et on n'en parle pas, ceux qui étaient présents au débat télévisé auquel je faisais référence. Et évidemment, parmi toutes ces têtes de liste, j'aurais pu les noter, mais bon, ça m'a paru un peu méchant quand même, mais ça ne montait quand même pas très haut, à part peut-être sur ce sujet-là, strictement pour LFI. Mais pour le reste, donc ils auraient eu de très mauvaises notes. Mais simplement, il y a 2 listes, évidemment, dont je n'ai pas parlé parce que les candidats n'étaient juste pas là. C'était François Asselineau de l'UPR et les Patriotes de Florian Philippot, qui sont classés à l'extrême droite, qui sont crédités de très peu de suffrages, évidemment. Mais il faut dire que sur la question ukrainienne, ce sont quand même les 2 listes les plus claires, les plus réalistes, les plus pragmatiques en matière de politique étrangère, et notamment sur ce sujet, sur le conflit russo-ukrainien. Ces listes promeuvent la paix, et le disent clairement, et à vrai dire, ce sont quasiment les seuls avec effectivement la France insoumise. Et ils promeuvent surtout des négociations de manière très urgente avant qu'il soit trop tard. Mais comme je le dis, elles sont complètement invisibilisées et c'est vraiment très grave parce que, enfin c'est très grave politiquement, c'est très grave démocratiquement, parce qu'on laisse penser en fait qu'il y a une quasi-unanimité, sachant que LFI est diabolisée pour tout un tas d'autres raisons, sur le sujet de l'Ukraine, alors que pas du tout. Il y a quand même des gens en France qui sont raisonnables et qui ont une idée sur la dangerosité de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc évidemment, ce n'est pas moi qui vais vous donner des consignes de vote, mais si vous voulez donner une maigre chance à la paix, c'est en votant pour ces listes-là, c'est certain. Encore une fois, je ne m'aligne nullement sur toutes leurs positions, notamment en ce qui concerne le Frexit, parce que là, ça mériterait un très grand débat et ils ont des positions qui, pour moi, sont un peu problématiques. En tout cas, je partage pas tous les avis. Mais sur l'Ukraine, sur la paix, sur la manière de voir la Russie, sur la manière de comprendre ce conflit et de le resituer, il est incontestable que Asselineau et Philippot, pas Dupont et Dupont, pas du tout, mais néanmoins, ils sont dans la voie, à mon avis, juste et honnête intellectuellement. Voilà, ça c'était mon petit préambule. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il se passe donc des choses importantes, notamment à Moscou, avec un remaniement en cours encore ministériel d'ampleur, puisque, alors, c'est en cours un changement de Premier ministre qui ne sera sans doute pas cosmétique, mais il y a surtout, concernant le conflit, ça nous intéresse au premier chef, un changement de ministre de la Défense, puisque Shoigu s'en va et qu'Andrei Belousov est nommé à sa place. Shoigu s'en va après 12 ans de bons et loyaux services. C'était un civil, il ne faut pas l'oublier, puisqu'il était ministre des situations d'urgence auparavant. Nous allons revenir sur la signification de la nomination de Belousov.
mais c'est quelque chose d'assez important et c'est très lié évidemment à l'évolution de la guerre, à l'évolution de ses contraintes, de ses nécessités, notamment économiques, puisque Belousov est un éminent économiste. Bon. Avant de revenir sur cette nomination et sa signification, je vous fais un petit point très rapide sur la situation militaire. Bon, l'offensive russe dans la région de Kharkov, et notamment au nord de Kharkov, se poursuit. Les experts ne sont pas d'accord pour savoir si Kharkov est la cible, et probablement la ville en elle-même ne l'est-elle point. D'abord parce qu'elle est quand même 6 fois plus grande que Bakhmout, et qu'avec 50 ou 60 000 hommes, ça paraît quand même un peu compliqué l'idée de prendre Kharkov en tant que tel. Donc ce n'est pas forcément l'objectif premier ni même ultime des Russes. Mais en revanche, l'objectif, c'est bien d'achever la conquête du Donbass. Et c'est aussi un moyen d'aller vers Kharkov, d'aller ensuite vers Soumy, c'est un moyen de le faire, et de relancer peut-être avec l'aide de la Biélorussie le front nord-est pour redescendre vers le Donbass et expulser les forces ukrainiennes qui y sont encore. Tout en interdisant, bien sûr, et ça aussi c'est un objectif clair des Russes, en interdisant aux forces de l'OTAN, qui viendraient éventuellement en soutien de celles de Kiev, de franchir le Dniepr. Et donc, il s'agit en fait, de contenir ces forces-là, ces forces ukrainiennes et leur soutien à la rive ouest du Dniepr. Bon. Donc, après, il y a un autre objectif qui est aussi un objectif très important politiquement, pas seulement militairement, c'est de protéger la ville de Belgorod, qui est sous le coup des frappes, clairement, enfin pas du tout à visée militaire, mais des frappes qui font des crimes de guerre sur des populations civiles, sur Belgorod depuis des mois et des mois. Ça fait des morts, il y en a encore eu 19 ou 20, je crois, il y a quelques jours. Donc, nombreux crimes de guerre manifestes. Bon. Donc, en tout cas, dans cette région, il est clair que la ligne de front ukrainienne a beaucoup de mal à tenir, voire même, il y a déjà une brèche, en fait. Dans le cadre d'une débâcle plus générale. D'ailleurs, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, va se rendre à Kiev s'il n'y est déjà. On sait que, donc, il y a à peu près quand même, les chiffres sont terrifiants. Les chiffres, c'est environ 1500 morts ukrainiens en moyenne par jour. Donc il y a une absurdité de plus en plus flagrante de la poursuite de la guerre et de la poursuite du soutien occidental aux forces ukrainiennes, parce qu'en fait, non seulement maintenant quand même, tout le monde a compris, en tout cas dans les états-majors, on le sait, et dans les chancelleries diplomatiques aussi, on le sait, l'Ukraine n'est pas en état et ne sera pas en état, c'est mathématique, de l'emporter sur la Russie. Mais en revanche, on peut, comme je l'ai dit plusieurs fois déjà, faire durer le supplice, et c'est ce qu'on fait. Et pour moi, c'est non seulement une absurdité militaire, mais c'est une amoralité totale, si vous voulez, parce qu'on permet la poursuite de combats sans issue, sans aucune chance de succès. D'ailleurs, il y a un officier ukrainien qui s'en est ouvert récemment à la BBC et qui a carrément dit que en plus, il y a une corruption tellement massive du côté ukrainien que les défenses de la région de Kharkov, qui auraient dû être mises en place depuis des mois, puisqu'on parle de cette offensive possible dans cet axe depuis des mois, ne l'ont absolument pas été. Même le minage de la zone n'a pas été fait. Donc la première ligne, la toute première ligne, si vous voulez, qui aurait dû rencontrer les Russes, aurait dû être des champs de mines. Même ça, ça n'est pas le cas. Alors que des fonds très importants avaient été alloués à la mise en place de ces lignes de défense, peut-être pas à la Sourovikine, mais en tout cas de manière sérieuse. Cet officier dit que les Russes sont entrés, ils sont juste arrivés, quoi. Ils sont entrés, j'allais dire comme dans du beurre, dans la région, et ils sont en train d'établir ce dont a parlé Vladimir Poutine au moment de son élection, c'est-à-dire une zone sanitaire, une zone grise, une zone de protection, en fait, des forces russes par rapport aux forces ukrainiennes et à celles qui peuvent venir les renforcer.
Donc cette zone grise, elle est en train d'apparaître sur fond d'absence de lignes ukrainiennes préparées, de lignes de défense préparées, retardant une offensive. Donc voilà, corruption, ça c'est clair, trahison peut-être. Et si c'était le cas, ça voudrait dire que les forces ukrainiennes et les services ukrainiens sont infiltrés aussi par les Russes, ce qui n'est pas impossible du tout. En tout cas, ce qui est dit, c'est qu'à ce stade, les forces russes n'engagent que de 7 à 15% de leurs forces dans la région, sur cet axe. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça laisse augurer si jamais ça montait en puissance. Soit s'il s'agissait de prendre Kharkov, en dépit de ce que semblent dire les experts les plus sérieux, soit même simplement de monter dans la région, d'avancer dans la région. Et d'autre part, on observe aussi que les Russes font des progrès constants et que là, on a sur cette zone une très bonne coordination à la fois, enfin c'est vraiment de l'interarme très efficace au plan tactique, entre l'artillerie, les drones, la communication, il y a une très bonne coordination, alors qu'on se souvient que notamment à certains endroits, et il y a déjà longtemps, mais à Kherson par exemple, ça n'était pas le cas encore. En tout cas, Kharkov, c'est la deuxième ville du pays, c'est pas, comme je l'ai dit, c'est 6 fois plus grand que Bakhmout, c'est énorme. Et évidemment, comme cette brèche est faite, les forces ukrainiennes sont obligées de dépeupler le front qui est déjà très insuffisamment peuplé, puisque le problème des forces militaires ukrainiennes est un problème crucial, est un problème terrible, tragique. Il n'y a plus d'hommes. Même ceux qu'on arrive à emmener de force, ça ne suffit pas, surtout à raison de 1500 morts jour, ne serait-ce que, c'est colossal comme perte. Et donc, les forces armées ukrainiennes sont obligées de dépeupler d'autres fronts, notamment d'autres endroits comme Chassovia, pour espérer colmater au nord de Kharkov, à Volchansk, etc., là où se passent les plus durs combats pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pertes russes, naturellement, mais c'est sans proportion, comme d'habitude, si vous voulez. Donc, voilà, il y a eu toute une suite de villages qui a été prise depuis quelques semaines. C'est vraiment très lourd. C'est vraiment un clair axe d'avance. Je voudrais revenir en amont de mon explication sur la nomination de Moussov sur les armes tactiques russes nucléaires. J'en ai parlé la semaine dernière, j'ai dit qu'il avait été annoncé que des exercices de déploiement, de mise en œuvre possible de ces armements avaient été décidés, notamment vers le sud, par le pouvoir russe. Je ne sais pas où on en est très très concrètement, mais je pense qu'il faut quand même savoir ce que c'est que les armes tactiques russes nucléaires. Voilà, avoir une petite idée, un petit point, ça ne peut pas être inutile, étant donné l'imminence, si on continue à ne rien comprendre et à ne rien vouloir voir, d'une éventuelle frappe de cet ordre si jamais des troupes occidentales et des troupes de l'OTAN venaient à être engagées très concrètement sur le terrain, au plan vraiment strictement militaire. Donc, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'inventaire de ces forces-là. On ne peut pas dire que les Russes en fassent une immense publicité. En plus, ça n'est pas régulé par le traité START, mais de toute façon, le traité START, il est en panne. Au terme de START, de toute façon, il n'y avait pas d'obligation d'en faire état. Mais il y a quand même quelques informations qu'on peut glaner et que je vous livre. Donc, les armes nucléaires tactiques, c'est des bombes aériennes, des têtes, bien sûr, de nature tactique, et qui peuvent aller sur des systèmes de missiles. Ça peut être des munitions d'artillerie aussi, il y en a, c'est-à-dire petites entre guillemets, des mines, des torpilles et tout un tas d'autres armements, un peu de toute nature, puisque en fait,
la grande différence entre ce qu'on appelle des armes stratégiques et des armes tactiques, c'est la portée. C'est ce qu'il faut retenir, en fait. Si vous voulez, ça se mesure en tonnes ou en équivalent TNT. Les armes stratégiques de portée stratégique, donc elles ont une portée qui vont de quelques centaines de kilotonnes à quelques mégatonnes. Donc ça, c'est voilà, ça c'est le stratégique, donc ça peut aller très loin et c'est extrêmement puissant. Et les armes tactiques nucléaires, ça va jusqu'à 50 kilotonnes. Mais c'est pas parce que ça paraît petit par rapport au stratégique que ça ne fait pas des dégâts considérables. Il faut quand même se souvenir, pour faire une petite comparaison, qu'à Hiroshima, c'était juste 15 kilotonnes. Voilà. Donc, vous voyez, les armes nucléaires tactiques, c'est jusqu'à 50 kilotonnes. Vous imaginez les dégâts que cela peut faire. Donc, où trouve-t-on ces armes aujourd'hui dans les arsenaux russes? On les trouve dans les Iskander, on les trouve missiles, et elles ont été montrées à partir de 2018. Donc ça, voilà, ça va jusqu'à 50 kilotonnes. Et sachant que les Iskander sont des missiles extrêmement précis. Donc ça peut faire extrêmement mal. Ça peut même les cibles les plus fortifiées, les plus durcies, si vous voulez, peuvent être détruites en quelques minutes, vu les capacités des Iskander. Et puis, à la fin des années 80, l'armée de l'air soviétique a adopté ce qu'on appelle les KH-59M, qui sont vraiment des missiles de très très haute précision, qui peuvent être utilisés mis sur un certain nombre de bombardiers, des Sukhoi 34, des Sukhoi 24, M, des Sukhoi 30, des Sukhoi 35. Enfin bref, vous voyez, on a le choix, si j'ose dire. Et là, les têtes peuvent être allées de 5 à 100 kilotonnes. Donc, c'est aussi très, très inquiétant. Si vous voulez, je vous dis tout ça, c'est un peu de la précision, c'est un peu trop militaire peut-être pour certains, mais c'est pour vous montrer que quand les Russes disent qu'ils vont faire des exercices pour être en capacité de déployer et de rendre actives des armes de cette nature, ce n'est pas c'est pas juste pour faire peur, c'est quelque chose de très concret et qui peut tout à fait arriver. On est au bord, d'une certaine manière, d'une riposte russe à une provocation qui pourrait être faite et d'une riposte de type nucléaire tactique en Ukraine. Alors, sur quel type de cible, ça je n'en sais rien. Mais c'est quand même, ça n'est pas de l'ordre du fantasme, tout ça. C'est quelque chose de très concret. Bon, je vous ai dit qu'il y avait aussi des munitions d'artillerie qui pouvaient être nucléaires aussi. Même l'artillerie de calibre 152 peut tirer ce type de munitions nucléaires. Donc, et il faut savoir quand même que l'arsenal de la Russie non stratégique, mais nucléaire, est probablement le plus important au monde. Donc, c'est pas quelques spécimens, vous voyez, c'est bon. Voilà, ça c'est un petit point que je ne veux pas trop développer non plus, mais je veux que vous compreniez que, voilà, on ne parle pas de rien. On ne parle pas de rien et on en parle de plus en plus. Et surtout, les Russes, désormais, se mettent en capacité de pouvoir le faire concrètement sur le terrain. Donc, mon troisième point, eh bien, c'est le remaniement donc, du gouvernement russe. Le départ de Shoigu, après 12 ans, Shoigu va au Conseil de sécurité de la Fédération de Russie, où il va remplacer... comment s'appelle-t-il? J'ai oublié son nom. Patrouchev, voilà, ça y est, Patrouchev.
Patrouchev, qui était depuis un certain temps, dont on ne sait pas où lui va aller encore, mais on va le savoir assez vite. Alors évidemment, tous les débats ont explosé à partir de ce changement de poste pour Sergueï Shoigu, puisqu'il était là quand même depuis 12 ans, à la tête de ce ministère. Et certains ont dit, mais est-ce que c'est une promotion ou est-ce que c'est une rétrogradation, en gros. Voilà. Alors d'abord, non, moi d'après ce que je peux comprendre, lire et analyser moi-même, je pense que c'est tout sauf une rétrogradation. C'est un poste extrêmement prestigieux. Voilà, Patrouchev lui-même est l'un des hommes les plus puissants du Kremlin, des hommes du Kremlin. Donc, pour Shoigu, c'est pas forcément une montée en grade, mais ça n'est certainement pas une relégation, si vous voulez. En plus, il va conserver un certain nombre de prérogatives et un domaine, si vous voulez, d'activité qui est important, notamment toute la coopération militaro-technique, ce qui est vraiment... ça va partir avec lui, si vous voulez, et sans doute certains de ces hommes, d'ailleurs, qui vont l'accompagner au Conseil de sécurité. Donc, si vous voulez, rien n'a vraiment changé au plan de ce que veut diriger Vladimir Poutine en mettant un certain nombre de ses hommes, et notamment Shoigu, qui est un homme qui garde toute la confiance manifestement du président. Il y a eu, notamment au moment de Prigojine, avant la tentative de coup, hein, mais il y avait, vous vous souvenez peut-être, au moment de Bakhmout, des luttes entre Prigojine et le groupe Wagner, qui étaient sur le terrain, en appui des forces russes, et puis Gerasimov et Shoigu, qui étaient un peu ses ennemis jurés. Alors il faut comprendre qu'il y a d'énormes luttes, naturellement, de clans. Il y a aussi d'ailleurs des affaires de corruption à l'intérieur du ministère de la Défense, et c'est aussi une des choses à laquelle Poutine veut mettre fin, notamment je crois que le vice-ministre de la Défense a été remercié très très récemment pour des raisons manifestement de corruption. Donc si vous voulez, il y a un nettoyage, mais qui est une manière de faire de Vladimir Poutine depuis son entrée en fonction. Il l'a fait avec les oligarques, il le fait à l'intérieur des services, il le fait à l'intérieur des ministères de force au sens large. Il essaie de petit à petit à la fois de nettoyer ce qui ne va pas dans certains ministères, les mauvaises habitudes prises, et puis de moderniser, parce que précisément, cette opération militaire spéciale, c'est, j'allais dire, une nouveauté pour les forces russes, et les forces russes qui étaient peut-être un peu calcifiées, si vous voulez, par des années de conflits de petite intensité, et qui sont obligés aujourd'hui de se transformer en une véritable armée efficiente dans le long terme, et en lien très étroit, bien sûr, avec les paramètres et les contraintes économiques de la Russie. Et c'est là qu'intervient la nomination du nouveau ministre de la Défense, qui est un grand économiste, qui a été d'ailleurs ministre du Développement économique, qui a très bien excellé, a très bien exercé, d'après ce que je comprends. Donc, si vous voulez, je vais revenir sur sa personnalité et sur ses ambitions, surtout à la tête du ministère de la Défense, mais je pense que le remplacement, le départ de Shoigu est lié quand même à deux grands objectifs. Un, éliminer les canaux de corruption qui existent nécessairement au sein du ministère de la Défense. Et deuxièmement, c'est aussi de séparer un peu plus le commandement des troupes, si vous voulez, durant les opérations de combat, et le soutien opérationnel, organisationnel
et économiques nécessaires à l'armée de terre et aussi d'ailleurs à la marine. Et ça, c'est quelque chose que va pouvoir faire Belousov parce que c'est un homme d'un autre, comment dirais-je, pas d'un autre âge, mais même si je crois qu'il est plus jeune, mais c'est un homme plus, ça se voit même physiquement, si vous voulez, plus moderne, qui paraît être plus franc, plus direct, voilà, qui n'a pas l'air vieux, qui n'a pas l'air, non pas que Shoigu le soit, mais voilà, c'est un autre genre, c'est une autre génération en fait de dirigeants, et je pense que c'est intéressant à remarquer. Il a 65 ans, et il paraît un peu, non pas un jeune homme, mais voilà, il a l'air très, très apte, très sharp, très direct, il n'envoie pas dire ce qu'il a à dire 20 ans, il est, comment dirais-je, et surtout, c'est c'est quelqu'un qui a des ambitions très importantes en matière de modernisation des armements russes et aussi des modes d'action russes, et notamment de ce qui concerne les drones. C'est un peu le maître des drones, si vous voulez. C'est lui qui en a parlé, qui a mis l'accent là-dessus depuis déjà des années auprès de Vladimir Poutine. Et on a vu combien était important l'usage des drones dans cette guerre et combien il va le rester et même s'amplifier. Et Poutine le reconnaît tout à fait, puisqu'il explique qu'il faut même développer non seulement les drones, bien sûr, aériens, mais aussi toutes sortes de robots pouvant remplacer un certain nombre d'actions humaines sur le terrain, y compris au sol. Donc si vous voulez, c'est dans un cadre beaucoup plus large de réforme et de développement et de modernisation des forces armées russes que se situe cette nomination. Et voilà, et Belousov, c'était un peu l'homme des drones, si vous voulez. C'est un peu sa marque de fabrique. Et c'est pour ça, peut-être aussi, qu'il a eu le job, même s'il a de toute façon, évidemment, la confiance de Vladimir Poutine. Je pense qu'il va faire avancer sérieusement le programme des drones russes, parce que, bon, vous savez qu'il y a il y a des drones russes, bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de drones chinois, il y a aussi, voilà, donc il y a une volonté de reprendre tout ça en main. Bon, sur son pédigré, on en sait pas beaucoup. Je crois que Jacques Sapir a fait quelque chose d'intéressant, mais je n'ai pas eu l'occasion de le lire sur son pédigré. C'est un, comment dirais-je, il n'est pas sorti de nulle part. Il a une famille qui était importante du temps soviétique. Son père était un économiste. Sa mère était une chimiste. Lui, il a fait ses études en mathématiques, en cybernétique, en économétrique. Il a été, durant les années 90, à la tête du département de macroéconomique de l'Institut d'économie nationale, des prévisions d'économie nationale. Il n'est pas du tout, en tout cas, il n'a pas la réputation d'être un idéologue, mais plutôt un grand pragmatique, un homme assez direct. Donc, c'est important, mais c'est un technocrate. Si vous voulez, c'est un technocrate au sens, c'est un serviteur de l'État, clair, c'est pas un homme d'affaires, par exemple, vous voyez. Il est, paraît-il, très versé dans le fait d'avoir des résultats concrets, c'est-à-dire, il est technocrate, mais ça ne veut pas dire qu'il s'endort sur ses dossiers dans son bureau, si vous voulez. Il essaie de faire avancer les choses, et je pense que son job, enfin sa fiche de poste, si j'ose dire, va avoir des points saillants. Et l'un de ces points saillants, ça va être quand même
de transformer le ministère de la Défense en une machine encore bien plus efficiente, parce que certes l'opération militaire spéciale a donné un coup de boost à l'action, enfin à ce qui se passait dans le ministère et à sa modernisation, mais enfin il y a encore beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, il y a sans doute beaucoup de gens d'ailleurs peut-être à écarter, il y a toute une vieille génération qui est encore là, et qui est bien loin de la cybernétique et des drones. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on peut, là où c'est bien résumé, c'est évidemment Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, qui a donné, si j'ose dire, l'interprétation officielle qui doit être faite de cette nomination, enfin oui, de la nomination d'Andrei Belousov. Il a dit: le budget du ministère de la Défense et de la Sécurité, enfin de tout le bloc des forces de sécurité, est passé de 3% à 6,7%. Je ne sais pas si vous mesurez. Ce n'est pas encore critique, mais étant donné le contexte géopolitique, dit-il, nous nous approchons graduellement de la situation qui était celle des années 80, du milieu des années 80, lorsque la part des dépenses d'armement, enfin de tout ce qui était de l'ordre de la sécurité et de la défense, si vous voulez, était à un niveau à peu près de 7,5%, 7,4%. Donc pour lui, il continue, il est très important d'intégrer l'économie de ce bloc de pouvoir dans l'économie nationale. Et c'est ça. Je pense que c'est ça le fond de cette nomination, c'est-à-dire l'intégration vraiment de l'effort de défense au sens le plus large, de défense et de sécurité russe, dans l'économie nationale afin d'assurer sa viabilité sur le long terme. Ce qui veut dire que la Russie a bien compris que c'était loin d'être terminé et qu'il fallait justement ne pas se laisser ni déborder, ni prendre des décisions hâtives ou excessives. Enfin bref, il faut recalibrer l'ensemble pour que l'on puisse durer dans le temps et se développer technologiquement et sans que cela ne mette en danger en fait les grands équilibres économiques de la nation. Voilà. Donc ça, c'est en gros ce que dit Peskov. Il dit aussi que celui qui gagne aujourd'hui sur le champ de bataille, c'est celui qui est ouvert à l'innovation et à la mise en œuvre la plus rapide. Et on l'a vu, ça, depuis le début de l'opération militaire spéciale, c'est qu'il y a beaucoup de soldats qui ont des idées et qui sont très vite relayés par de jeunes ingénieurs qui arrivent sur le terrain, qui sont au plus près des forces et qui mettent en œuvre, j'allais dire, les trouvailles ou les requests, les demandes, les besoins exprimés par les forces. Donc ça, il y a aussi une très grande agilité, si vous voulez, du système russe, beaucoup plus qu'on ne le pensait. On le pensait un peu lourd, un peu arthritique, si vous voulez. Mais en fait, il ne l'est pas tant que ça. Il ne l'est pas tant que ça, mais évidemment, ça mérite non seulement d'être maintenu, mais d'être amplifié. Donc, pour lui, voilà, pour Peskov, ce qu'il dit, c'est qu'il faut quelqu'un qui soit ouvert à l'innovation, ouvert à la transformation rapide, ouvert à l'implémentation, la mise en œuvre rapide des trouvailles et des nécessités technologiques sur le champ de bataille. Et il dit, ce n'est pas qu'un civil, donc c'est logique que ce soit un civil par rapport à ça, à ce que je viens de dire, mais c'est aussi une personne qui a très brillamment dirigé le ministère du développement économique, qui a été depuis très longtemps un des conseillers, un des assistants du président sur les questions économiques, et qui était le premier premier ministre adjoint, si vous voulez, de l'ancien cabinet. Bon. Donc, on est dans quelque chose de très logique. C'est pas du tout... J'imagine qu'à l'Ouest, et peut-être dans nos états-majors, ou peut-être dans certains palais nationaux,
On se dit que c'est peut-être la marque de quelque chose qui ne va pas dans le système russe, on se réjouit déjà. Je crains que cette nomination ne soit le fruit de quelque chose, d'un mouvement très mûri et très inscrit dans le temps et pas du tout le reflet d'une panique. Ceux qui paniquent, ils sont à Kiev. Et ils ont raison, d'ailleurs, parce que leur situation est de plus en plus précaire. Donc voilà, donc si vous voulez, la ligne de force, c'est l'intégration économique des industries de défense dans l'économie générale du pays. Voilà, si j'avais dû ne dire ça qu'en une phrase, c'est peut-être ce que j'aurais dû dire. Je pense donc que tout ça devrait bien se passer et qu'il n'y a pas de raison pour que ce nouveau ministre de la Défense ne fasse pas assez vite ses preuves et en fait ne renforce pas finalement la compétitivité économique globale russe. Puisque s'il y a cette intégration, ça veut dire aussi, et je pense d'ailleurs que les Russes s'inspirent aussi de ce que font les Américains, avec la DARPA depuis très longtemps, avec d'autres organismes, c'est-à-dire une espèce de dualité structurelle entre le pilier militaire de l'industrie, de défense à proprement parler, si vous voulez, et puis l'économie civile. Et il y a une espèce de fertilisation croisée permanente, structurelle, vraiment essentielle en fait, qui existe aux États-Unis et qui est très féconde. Et je pense que les Russes qui regardent aussi ce qui se fait de bien ailleurs, y compris à Washington, s'en inspirent sans doute. Donc voilà. Dans un premier temps, je pense qu'il va y avoir un grand audit de tous les mouvements financiers du ministère de la Défense. Ça, ce sera intéressant parce qu'il a une approche, paraît-il, extrêmement pratique des affaires. Ça va peut-être renforcer aussi ce qu'on appelle en anglais l'accountability, c'est ce qui manque tellement dans tous nos pays, c'est-à-dire de trouver les responsables de ce qui cloche et d'une certaine manière d'en tirer les conséquences pour eux, personnelles, de les écarter s'ils sont incompétents, ou en tout cas de leur faire rendre des comptes sur un certain nombre de décisions, de mauvaises décisions qui ont pu être prises, et Dieu sait s'il y en a. Voilà. Donc, je vais terminer là parce qu'on peut dire encore beaucoup de choses sur Belousov, mais je pense qu'il faut aussi laisser le temps à ce ministre d'entrer dans son nouveau poste et je suis certaine qu'on va en reparler assez prochainement. Mon quatrième point, c'est un point assez court sur le désastre des avoirs russes gelés. Je vous en ai parlé la semaine dernière. Évidemment, en dépit de l'évidence du danger qu'il y avait à prétendre soit récupérer ces avoirs pour les donner à l'Ukraine, soit ne récupérer même que les intérêts de ces avoirs pour les donner à l'Ukraine, eh bien, c'est en train de se faire. Alors, il y en a. Les Allemands sont clairement les plus lucides et les plus prudents parce qu'eux, ils s'opposent fermement. Ils l'ont dit, je ne sais plus qui, je sais plus quel responsable allemand l'a dit récemment au Wall Street Journal, parce que évidemment, ils ont peur que ce soit un précédent et que ça provoque d'abord tout un tas de poursuites pénales qui ne manqueront pas évidemment d'arriver contre l'Allemagne pour tous les crimes qui ont eu lieu durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, je pense que c'est une menace voilée russe qui pourrait bien être mise en œuvre si les Allemands prenaient la mauvaise décision, entre guillemets. Donc ça, c'est une des choses qui retient les Allemands, si vous voulez. Et d'autre part, les Allemands disent aussi soulèvent un point qui est très juste, c'est qu'ils disent que ces avoirs russes peuvent aussi être de très importants éléments dans le cadre d'une négociation globale qui va à un moment ou à un autre arriver. Malheureusement, ça prend beaucoup trop de temps, mais ça peut être quelque chose qui peut être
dans le cadre d'une négociation qui peut avoir du poids. Donc, cette manière de juste les voler, 1, les confisquer, 2, les voler, 3, les rétrocéder à l'ennemi russe, enfin l'ennemi de la Russie, en l'espèce l'Ukraine, ça paraît complètement, c'est complètement ridicule, c'est complètement idiot, c'est extrêmement dangereux. Les Russes ont expliqué ce qu'ils avaient l'intention de faire si on se prêtait à ce jeu. C'est évidemment dangereux, je l'ai déjà dit, mais je le redis, pour tous les investissements qui peuvent être faits en Europe, parce que c'est nous qui avons la quasi-totalité de ces avoirs au sein du pôle occidental. Nous en avons près de 300 milliards. Les Américains en ont très peu. Et donc, évidemment, ça ne mange pas de pain pour eux de dire qu'il faut les donner à l'Ukraine. C'est un problème pour les Européens, essentiellement. Et il est évident que si on faisait ça, mais quels sont les investisseurs? Je demande à nos responsables politiques de se poser la question, mais qui va venir investir en Europe et prendre le risque, s'il ne fait pas quelque chose, s'il fait quelque chose qui ne plaît pas, n'est-ce pas, aux Européens, à la Commission, à je ne sais qui, ou aux maîtres américains, de se voir juste confisquer ses avoirs. Enfin, c'est totalement, c'est vraiment le summum de la bêtise idéologique et du dogmatisme. Donc, en tout cas, les Allemands, eux, ils se méfient et ils ont raison. Les Européens, donc, expliquent qu'ils cherchent un moyen, en tout cas, de récupérer au moins les intérêts et de les donner à l'Ukraine. Mais les intérêts, c'est les intérêts d'un capital. Donc, ça appartient, en fait, à ce capital. Donc, là aussi, ça me semble fou, idiot. Et surtout, les premières mesures de représailles ont déjà commencé. Le président Poutine vient de prendre un décret. Alors d'abord, il y a aussi évidemment des avoirs occidentaux en Russie. Vous vous en doutez bien, qu'on évalue quand même à 107 milliards. Ce n'est pas une paille. Ces avoirs sont perdus à ce stade. Voilà, là aussi, c'est gelé. Voilà, je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est la mondialisation en œuvre et c'est les limites de l'extraterritorialité, en tout cas idéologique. Et puis surtout, Vladimir Poutine donc vient de prendre un décret permettant aux sociétés russes d'acheter des parts de sociétés étrangères, dont les avoirs avaient été gelés, à des prix discounted, enfin au rabais, si vous voulez. Alors le rabais, ça va de 10 ou 15%, ce qui est la pratique générale, c'est ce qu'on appelle les buybacks en anglais. Mais là, pour certaines firmes, c'est jusqu'à 70%. C'est-à-dire qu'en gros, pour être clair, les Russes sont en train de racheter des entreprises qui appartenaient à des étrangers à des prix dérisoires. Et donc, certes, les étrangers peuvent revendre ces actions, mais à 70% de discount, c'est comment dirais-je, c'est confiscatoire. Enfin, c'est vraiment, bon, c'est rien, si vous voulez. Donc, on est dans un jeu maintenant économique très dur et sans plus de scrupules. Les Russes font ce que nous leur faisons, voilà. Et notamment, c'est le cas pour deux grosses entreprises quand même en Russie, Magnit et l'autre dont j'ai oublié, le MTS, l'opérateur, où là, vraiment, on est dans des proportions très inquiétantes. Donc, les actions possédées par des étrangers, les actions de ces sociétés possédées par des étrangers peuvent être achetées à 70% de leur valeur. Voilà. Donc, est-ce qu'on va continuer ou est-ce qu'on va se rendre compte qu'il est urgent de laisser geler ce sujet des avoirs gelés? Voilà. 5e point, l'accord des Européens sur les garanties de sécurité à l'Ukraine. Alors, vous savez que c'est une
bien sûr, il y a eu un certain nombre j'en avais parlé abondamment, d'accords bilatéraux de sécurité, dont celui que nous avons signé malheureusement en France. Donc il y a eu des accords vraiment de pays, de l'Ukraine vers un certain nombre d'autres pays. Mais évidemment, l'UE veut agir de manière convergente et collective, n'est-ce pas? Et les ambassadeurs de l'Union européenne se sont mis d'accord sur un document, sur un draft, décrivant ce que devaient être les garanties de sécurité données à l'Ukraine. Je vous rappelle que c'est toute la question de faire entrer l'Ukraine dans l'Europe si on n'arrivait pas à la faire entrer dans l'OTAN, c'est qu'il y a des garanties de sécurité associées au fait d'appartenir à l'Union européenne. C'est-à-dire que c'est une manière de contourner, si vous voulez, les garanties de sécurité de l'OTAN. Elles s'appliquent de fait pour un État si ses petits camarades de l'UE sont aussi membres de l'OTAN, ce qui est le cas quand même d'un certain nombre d'entre eux. Donc dans ce nouveau document, l'une des obligations que prendront les alliés de Kiev sera de fournir à l'Ukraine, c'est d'ailleurs dans l'accord avec la France, des consultations dans les 24 heures suivant une nouvelle agression contre le pays. Nouvelle agression, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire par exemple que si la Biélorussie vient aider la Russie sur le front nord, c'est une nouvelle agression par exemple. Voilà, c'est intéressant de se poser la question. L'UE promet des fournitures d'armes, une formation militaire, une aide à la réforme du secteur de la sécurité, au déminage du pays, à la lutte contre les menaces hybrides, contre les cyberattaques, etc. Mais, et là je m'en réjouis, pourvu que ça dure, pourvu que ça tienne surtout, la participation directe de militaires des pays de l'UE aux hostilités contre la Russie est exclue. Voilà, c'est-à-dire militaire direct, c'est-à-dire en tant que soldat des pays de l'UE. Donc ça, c'est, j'allais dire, l'état de la science européenne en ce moment. Ça n'empêche pas les Russes de déclarer que, notamment après les dernières paroles du Premier ministre polonais, qui a expliqué qu'il y aurait aussi des forces de l'OTAN, des spécialistes de l'OTAN, etc., qu'il y en avait voilà, déjà en Ukraine. Ça n'empêche pas Maria Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, de dire qu'elle a bien compris que de toute façon, l'OTAN est en train de mener une guerre hybride contre la Russie et que ça ne se passera pas comme ça, évidemment. Mais néanmoins, on a l'impression quand même qu'au sommet de l'UE, on prend conscience de la réalité des risques encourus. Voilà. En continuant à faire des déclarations bellicistes complètement folles. Et puis, bien sûr, au sein de l'UE, il y a quand même 8 pays qui refusent de conclure des accords bilatéraux avec l'Ukraine: la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Bulgarie, Chypre, l'Irlande, l'Autriche et Malte. Ça, c'est Die Welt qui a rappelé ça. Quant à la Suisse et à la Turquie, elles ne sont pas membres de l'UE, bien sûr, mais elles n'ont pas l'intention non plus de négocier un traité de sécurité avec Kiev, ce qui démontre bien toute l'inquiétude de cet ensemble de pays face au caractère incontrôlable, de plus en plus incontrôlable et erratique du gouvernement de Kiev, qui est en pleine panique et qui est capable aussi d'un certain nombre de provocations pouvant mener à un engrenage terrible. Donc il faut quand même faire attention quand on fait des accords de sécurité bilatéraux. C'est bien, c'est beau, c'est magnifique, on peut l'annoncer, mais c'est très concret aussi. C'est très très concret et ça peut être extrêmement dangereux pour son propre pays. Le dernier point que je veux évoquer, c'est un avertissement
donné à Joe Biden, enfin adressé à Joe Biden, le président américain, le 25 mars 2024. C'est pas le premier, il y en a d'autres depuis déjà quelques années. Mais il y a un groupe qui s'appelle le VIPS, c'est-à-dire Veteran Intelligence Professionals for Sanity. Sanity, c'est la santé mentale, hein, c'est-à-dire en fait la raison gardée, si vous voulez. Donc, un groupe d'anciens professionnels du monde du renseignement à divers niveaux et dans diverses structures qui sont très nombreuses aux États-Unis, comme vous le savez, qui émettent un certain nombre de warnings, d'alertes, d'avertissements réguliers à la Maison-Blanche, pour la Maison-Blanche, pour bien rappeler un certain nombre de vérités et faire en sorte que le pouvoir américain réfléchisse avant de dire certaines choses ou de prendre certaines décisions. Et le dernier, c'est pour ça que je vous en parle, qui date, moi je ne l'ai pas vu tout de suite, hein, je l'ai vu il y a assez peu de temps. Le dernier mémorandum s'appelle « À la veille d'une guerre nucléaire ». Et il traite, donc c'est 24 ou 25 mars, pardon, 25 mars, oui, et il traite eh bien, de la France et de la menace que fait peser sur la sécurité mondiale, en fait, la décision, ou en tout cas les intentions exprimées par la France de déployer en Ukraine environ 2000 troupes, je vous en ai parlé déjà la semaine dernière, c'est-à-dire à peu près une brigade renforcée, si vous voulez, avec un bataillon blindé, des bataillons mécanisés, un support logistique, des troupes d'artillerie attachées, enfin bref. Donc l'idée française qu'on a expliqué, que j'ai détaillé dans mes précédentes émissions. Et alors voilà ce que disent, et c'est quand même intéressant, parce que quand vous regardez la liste de tous ces vétérans, de tous ces VIPs, c'est pas n'importe qui, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent, qui ont passé leur vie à travailler dans l'enseignement, à travailler dans l'armement, à travailler au service de l'État américain, à travailler dans tous les organismes de renseignement américains, et aussi au département d'État, et aussi tout simplement au Pentagone. Et voilà ce qu'ils disent. Que cette force est purement symbolique, c'est-à-dire qu'elle n'aurait aucune capacité de survie dans un conflit de haute intensité à l'échelle de celui que l'on vit actuellement en Ukraine. C'est-à-dire en gros, c'est suicidaire déjà pour nos troupes. Même s'ils n'étaient pas déployés directement dans la zone de conflit, mais qu'ils servent soit comme écran pour empêcher l'avance russe, soit comme force de remplacement, si vous voulez, pour permettre à des troupes ukrainiennes d'aller plus au front. Il rappelle que cette brigade, enfin cette force, pourrait être renforcée par des éléments des États baltiques, et que malgré tout, même si elle est petite, même si elle n'a aucune chance de survie, etc., c'est quand même une force d'un pays de l'OTAN qui est introduite, enfin des troupes de combat, introduites sur un théâtre de guerre, et qui deviennent donc, cette force, ça devient donc immédiatement une cible légitime en regard du droit de la guerre pour la Russie, naturellement. Donc, ces unités n'auraient pas de mandat OTAN, mais, comme ils disent, du point de vue russe, ça peut être, il peut y avoir une distinction, si vous voulez, entre le fait d'avoir un mandat ou pas, et
ça peut être une distinction, mais ce n'est pas forcément une différence. C'est-à-dire, pour les Russes, c'est toujours des troupes OTAN. Les VIPS disent que la France semble parier naïvement que le fait que ces troupes appartiennent à l'OTAN empêcherait la Russie de les attaquer. Les VIPS pensent, eux, qu'au contraire, la Russie attaquerait très probablement ce contingent en Ukraine et les dégraderait leur habilité au combat, leur capacité de combat très vite. Dans ce cas, je vous continue la lecture parce que c'est très intéressant, le président Macron pourrait faire le calcul que après une riposte russe, si vous voulez, sur des troupes de l'OTAN, donc françaises et baltiques, avec ou sans mandat, il pourrait invoquer l'article 5 de la charte et pousser l'Alliance à intervenir elle-même. Ça pourrait être une opération aéroportée, ça pourrait être des missions d'interdiction aérienne, ou ça pourrait être des missions sur des cibles à l'intérieur de la Russie. Mais il continue toujours disant que l'effort, à ce point, est-ce que les États-Unis auraient évidemment à décider s'ils veulent leur destruction, s'ils veulent lancer une frappe nucléaire sur la Russie. Bref, ils décrivent l'engrenage, ils décrivent l'escalade vers laquelle nous nous dirigeons. Et ils disent aussi que les forces stratégiques russes se sont améliorées à un point tel que dans un certain nombre de domaines, et là ils le nomment, le domaine des armes, des missiles hypersoniques, c'est des Américains qui parlent, la capacité russe est largement supérieure à celle des États-Unis et des forces de l'OTAN. C'est clair, c'est dit, c'est net. Voilà. Donc ça veut dire qu'en gros, on n'a juste aucune chance, si vous voulez, dans le cas d'une guerre nucléaire. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, ils disent que, étant donné cette supériorité russe technologique, la tentation russe pourrait être forte de frapper en premier, beaucoup plus forte que pendant d'autres crises. Parce que, voilà, les Américains ont toujours pensé que la Russie ne frapperait jamais la première, ne voulait pas le faire, etc. Là, maintenant, ce qu'ils disent, c'est que les Russes, en plus, alors ils doivent avoir des renseignements pour cela, puisque c'était leur métier, pensent que Emmanuel Macron pourrait même avoir l'approbation tacite de certains leaders américains ou officiels américains qui sont tellement désespérés pour trouver une issue victorieuse, de leur point de vue, à la guerre en Ukraine, qu'ils sont capables, dans le cadre des élections en plus, dans le contexte des élections, qu'ils sont capables d'à peu près tout. Et ensuite, ils passent à que faut-il faire face à cette folie en préparation. 1. L'Europe doit comprendre que la France l'emmène sur le sentier d'une autodestruction inévitable. 2. Le peuple américain doit comprendre que l'Europe l'emmène vers l'annihilation nucléaire. 3. Comme les leaders russes, enfin Vladimir Poutine et son entourage, savent qu'Emmanuel Macron travaille évidemment main dans la main avec Washington, les Américains doivent prendre une position publique et claire et totalement sans équivoque. Voilà ce qui est conseillé à Joe Biden. Et donc, si la France et les pays baltes insistent pour envoyer des troupes, ils doivent absolument exprimer très clairement qu'en aucun cas l'article 5 de l'Alliance Atlantique ne sera activé en cas de frappe, de représailles russes. Voilà, c'est-à-dire qu'on se retrouverait tout seul. Voilà.
et que l'arsenal nucléaire américain, y compris les armes nucléaires qui font partie de la force de dissuasion de l'OTAN elle-même, ne seront pas employées en cas d'action militaire russe contre la France ou les États baltiques. Voilà. Et il termine en disant il faut être clair à ce niveau-là, il faut être aussi clair que ça, parce que sinon, la France nous emmène vers une folie nucléaire, une folie de destruction globale, collective, inimaginable. Voilà, je vous soumets ce petit texte. Il faut savoir qu'il y en a eu d'autres. Alors donc, il y a beaucoup de gens, hein. Je ne peux pas tous vous les citer, on peut les retrouver sur Internet, mais vous avez énormément de militaires, bien sûr, mais aussi de civils qui ont travaillé dans les structures de renseignement américaines depuis des décennies et qui sont quand même effectivement de véritables professionnels. Voilà, il y a eu d'autres, c'est intéressant d'ailleurs de regarder ce que produit ce VIPS. C'est un peu comme pas des notes blanches, parce que ce n'est pas des notes blanches, puisqu'elles sont précisément... il y a leurs auteurs, ils se déclarent, ils ne se cachent pas, ils assument ce qu'ils disent et la gravité de leurs propos, mais c'est intéressant de regarder, et on peut les trouver facilement sur Internet, leurs divers avertissements, leurs diverses alertes, leurs divers mémorandas voilà, qui visent en fait à briser aussi un peu l'isolement probable du président des États-Unis, notamment vis-à-vis du Pentagone, notamment vis-à-vis de Lloyd Austin, qui continue à expliquer que l'Ukraine peut gagner, que si on continue à l'aider, rien n'est perdu, etc. etc. C'est quand même extrêmement grave ce qui se passe. Donc, je veux terminer là-dessus, sur cet enfermement autistique, en fait, des élites occidentales, non seulement politiques, militaires, mais aussi médiatiques, parce que nous en tenons une couche, si vous me permettez la familiarité de cette expression, en matière d'autisme et en matière de déni de réalité. Alors évidemment, au plan politique et diplomatique et militaire et même de renseignement, c'est beaucoup plus grave encore, parce qu'on devrait, à vrai dire, étant donné la gravité de la situation actuelle, on devrait passer notre vie à essayer de reprendre contact avec les Russes, de discuter avec eux, de discuter entre nous, de trouver des moyens de restaurer une forme de dialogue, même un dialogue, j'allais dire, musclé et même désagréable. Mais il est urgent de se parler. Et le problème, c'est que cet autisme dont je parle, c'est ce qui nous pousse à ne plus nous intéresser à ce que pense la Russie, si vous voulez. C'est-à-dire, non seulement on interprète tout n'importe comment, comme ça, de notre propre... On ne s'intéresse plus à ce qu'ils disent, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils écrivent, à ce qu'ils veulent, à ce qu'ils expriment, et on cherche à faire rentrer dans la chaussure ou dans la cotte mal taillée, si vous voulez, de nos moyens et de nos ambitions qui sont anachroniques, nos ambitions géopolitiques occidentales qui sont anachroniques, qui sont obsolètes. Le réel qui, lui, est bien différent et ne nous est pas très avantageux en Ukraine comme ailleurs. Donc, je termine là-dessus. Sur cette note d'inquiétude, comme d'habitude, je suis désolée, ce n'est pas une chaîne consacrée à des choses très heureuses, malheureusement, mais l'actualité internationale est comme ça. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous demande, si vous avez aimé cette nouvelle édition, de liker, de partager, de penser à Tipeee et d'attendre mercredi prochain, 19h, pour de nouvelles aventures. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir.